Bonsoir à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent pour ce deuxième live consacré aux chasseurs de pédocriminels. Donc, le terme pédocriminel est bien sûr à mettre entre guillemets. Il convient dans un premier temps de définir ce qu'est la pédocriminalité et sa répression. Donc, la loi punit notamment les actes suivants. Premièrement, les propositions sexuelles, quelle qu'en soit la teneur, faites par un majeur à un mineur de moins de 15 ans, via Internet, sur un chat ou un réseau social. La corruption de mineurs qui consiste pour un adulte à imposer éventuellement via Internet à un mineur, même de plus de 15 ans, des propos, des actes, des scènes ou des images susceptibles de le pousser à la dépravation sexuelle. L'agression sexuelle, qui est un acte sexuel sans pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise. L'atteinte sexuelle, qui désigne tout comportement en lien avec l'activité sexuelle, avec ou sans pénétration, adopté par un majeur à l'encontre d'un mineur de moins de 15 ans, sans qu'il y ait violence, contrainte, menace ou surprise. Viol, acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise, et le recours à une prostituée mineure, une ou un prostitué mineur. Donc, nous voyons que toute la première partie est un acte délictuel et seul le viol est criminalisé et susceptible du recours à une cour d'assises. Les textes qui prévoient ces répressions, ce sont le Code pénal, article 227-25, le Code pénal, article 227-26, le Code pénal, article 8, qui prévoit des délais de prescription de l'action publique, le Code pénal, les articles 222-22 à 222-22-2, et le Code pénal, article 222-23 à 222-26, qui prévoit les peines encourues en cas de viol. Donc, un nouveau merci aux gens qui nous rejoignent. Nous avons défini la pédocriminalité d'un point de vue légal. Et je tiens bien sûr à remercier les intervenants que je vais vous présenter. D'abord, l'association Argustime avec David et Lambert, et puis notre témoin préféré, Stéphane Lambert de l'association Équité Parentale. Donc, je vais passer la parole à Argustime, notamment à Lambert, pour qu'il nous parle un petit peu de ses actions. C'est d'abord nous qui allons te remercier de nous avoir invités et de nous mettre, en tout cas chez toi, dans la lumière. Juste une toute petite chose, vous nous avez présenté comme des chasseurs de pédocriminels. En aucun cas, on est des chasseurs, ni des traqueurs, ni des pêcheurs. Ça mettrait en avant de la violence, ce qui est absolument pas notre cas. Ce que nous faisons principalement, et comme on vous l'expliquera, c'est faire des barrières entre les pédocriminels et les enfants, principalement sur le net, sur tous les réseaux sociaux d'une manière générale. Les pédocriminels avant étaient dans la rue, ils le sont encore, mais aujourd'hui, comme les enfants, comme les adultes, comme tout le monde, ils ont découvert les réseaux sociaux et ils s'en servent plus que de raison. Donc, nous faisons principalement des barrières. On n'est ni chasseurs, comme je te le dis, ni traqueurs, ni ce genre de choses. C'est en général des termes qui ne plaisent pas à la police ni au procureur. Donc, on reste vraiment là-dessus. Voilà. Ma première question, Lambert, c'est pourquoi vous intervenez masqué? Alors très bien, effectivement, à cause du Covid, non, je plaisante. Une simple raison, le pédocriminel, d'une manière générale, c'est un lâche qui s'attaquera aux enfants. On ne craint pas vraiment de retour de leur part. Par contre, de leur famille, de leurs amis ou quelqu'un qui serait près d'eux et qui découvre avec effroi en fait la vérité ou qui ne veulent pas l'admettre. On est tous pères de famille, en tout cas pour la plupart, on a des familles et on essaye de faire attention à nous. Et en tout cas à nos enfants. C'est plus dans ce sens-là. Maintenant, notre identité à nous, en tout cas la mienne, la police, les procureurs, que ce soit en France ou en Belgique, ils l'ont, puisque quand je dépose un dossier, je le dépose en nom propre. Pour que les dossiers aillent plus vite, hein. On peut déposer un dossier anonymement, on peut déposer un dossier en tant que lanceur d'alerte, ça tout est possible. Mais si vous voulez que votre dossier soit traité beaucoup plus rapidement, c'est toujours bien de le faire en notre nom propre. Donc, on n'est absolument pas des terroristes, on se cache pas de la loi, on se cache seulement des gens qui pourraient nous faire du mal, mais pas de la justice en tout cas. Alors, en réponse à Armel qui vient de poser la question, bonsoir, pourquoi mettre un masque à l'écran? Je ne vois pas l'utilité là.
Eh bien, la réponse vient de vous être donnée par Lambert. Tout à fait. Voilà, mais on t'a répondu, tout à fait. C'est totalement ridicule, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux cacher un petit peu notre visage. Alors, est-ce que tu peux, pardon, nous expliquer vos méthodes d'intervention? Qu'est-ce que vous faites? D'abord, déjà, expliquer les méthodes d'intervention et puis aussi nous dire quels sont vos besoins, parce que je sais que vous avez beaucoup de mal à trouver des bénévoles pour étendre vos actions, et donc j'aimerais que tu nous en parles. Alors, comment on fait? C'est pas très compliqué. Je vais revenir juste une petite précision quand tu as cité tes articles de loi. Effectivement, un adulte peut être condamné s'il fait des propositions, en gros, hein, pour vulgariser, fait des propositions sexuelles à un enfant. À un enfant ou quelqu'un qui pense être un enfant. Et c'est là, en fait, que nous, on rentre dans la faille. On a beaucoup d'enfants virtuels sur la toile, que ce soit TikTok, Snapchat, Facebook ou n'importe quel réseau social où il y a du monde. Hein. On a des enfants, on présente des enfants qui ont 10, 11, 12 ans, en tout cas qui, d'une manière générale, ont 15 ans ou moins, pour rester sur la loi française, et en Belgique, c'est 16 ans et moins. Et on laisse venir à nous des adultes qui, manifestement, vont très vite nous dévoiler leurs envies sexuelles à faire partager avec des enfants. C'est comme ça qu'on les laisse venir à nous. C'est eux qui font des demandes d'amis. C'est en aucun cas on va les inciter. En aucun cas nous on va leur faire des propositions, leur donner des rendez-vous, quoi que ce soit. Tout vient toujours de leur part. Alors quand on le dit comme ça, évidemment les gens vont penser que c'est pas possible. Vous avez tous des enfants. En tout cas, je suis persuadé que la plupart des gens qui nous écoutent ont des enfants et ils pensent que leurs enfants sont totalement en sécurité. Et pourtant, si vous surveillez un peu de plus près, que ça soit sur la PlayStation 4 que vous venez d'acheter à votre fils ou à votre fille, il y a plein de pédocriminels qui peuvent envoyer des messages à vos enfants, leur faire des propositions sexuelles, leur envoyer des photos pornographiques au début, et puis par la suite, très vite dériver sur un rendez-vous ou autre chose. En fait, en gros, comment on procède? Est-ce qu'on a besoin de monde? On a besoin tous les jours de monde. Je me demande même pourquoi il n'y a pas plus de gens impliqués dans ce domaine. Tout le monde va être outré du petit jeune qui vend une barrette de shit à la sortie de l'école, alors que et tout le monde va vouloir s'en mêler, alors que personne ne défend réellement les enfants contre la pédocriminalité. Quand tu parles de bénévoles, oui effectivement, on est tous bénévoles et on a besoin de gens pour nous aider. On voit sur notre site les moyens de nous aider, où on explique après un peu plus dans le détail comment on fait. Je ne vais pas livrer ce soir tous nos petits secrets, mais on a besoin de monde. Tous les jours, on aurait besoin de monde. Il faut se dire que si vous consacrez 10 minutes, un quart d'heure par jour, même si c'est pas tous les jours, on va dire 4-5 fois dans la semaine, un tout petit peu de ce temps, sera peut-être le temps que vous passerez pas sur votre Facebook personnel. Et ben, grâce à ça, vous êtes sûr qu'au moins une fois par mois, vous réussirez à faire arrêter un pédocriminel. Soit sur un rendez-vous qu'il aura donné à un enfant, soit même s'il donne pas de rendez-vous et qu'on a suffisamment de preuves de ses agissements, on ira déposer un dossier, nous, à la police ou au procureur de son domicile pour qu'il puisse être interpellé. Alors, j'ai une question je suppose, ALX Rose. Elle dit, pour ma part, je ne sais pas chatter. Parle John, je vais me faire démasquer. C'est Alex avec qui on communique souvent et qui nous a déjà donné pas mal de coups de main. Oui, effectivement. Oui, donc je résume. En gros, vous créez, Argustime, vous créez des enfants virtuels oui. qui vont donc créer un profil sur un chat. Oui. Et puis, les pédocriminels vont venir appâtés par ces personnalités. Tout à fait. Tout à fait. Un profil Facebook classique, hein, par exemple sur Facebook, citons ce réseau, comme presque tout le monde aujourd'hui a un profil, et ben un profil tout simplement d'un enfant qui a 10, 11, 12 ans. Alors légalement, vous avez pas, enfin légalement aux yeux de Facebook, vous pouvez pas rentrer une adresse d'un enfant qui aurait moins de 13 ans. Eux, ils décident que avant vous pouvez pas. Ceci étant, vous pouvez très bien mettre une autre date et dire que vous avez 10 ans par la suite. Il y a des parents qui ont fait des Facebook à leurs gosses qui avaient 8, 9 ans. Voilà. On fait le profil d'un enfant et puis après, tel un enfant, on va liker un chanteur, je ne sais, un magicien, des animaux, des machins. Nous, on va discuter avec personne. Hein. C'est eux qui viennent faire des demandes d'amis et qui viennent vous parler sur Messenger par la suite. Et alors,
autre question, est-ce que dans les profils, vous mettez des photos qui pourraient être une nature provocante pour, Jamais, 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 jamais. Attention, Augustine, c'est pas un site pour pédocriminels. Hein. Donc on les attire pas en leur proposant des gosses dénudés ou en maillot de bain ou quoi que ce soit. Hein. Jamais, jamais, jamais. Et on s'aperçoit très vite qu'ils ont absolument pas besoin de ça. Hein. Non, non, jamais, 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 jamais. Ça serait aux yeux de la loi de toute façon une incitation. Même si pour nous, on va pas bien comprendre qu'un gars de 50 ans peut être incité par une gamine qui sera en maillot de bain. Aux yeux de la loi, on pourrait trouver des circonstances atténuantes à ces personnes voilà, parce qu'on aurait pu les inciter. Non, non, c'est jamais, jamais, jamais le cas, hein, jamais. D'accord. Mais quelque part, là, est-ce que la police, parce que les forces de l'ordre pratiquent de la même manière? En gendarmerie, apparemment, certains peuvent le faire. Apparemment, certains gendarmes nous en avaient parlé. Je sais qu'il y a déjà eu des arrestations qui ont été faites. Le problème qu'il y a au niveau de la gendarmerie et de la police, c'est pas un problème avec les forces de l'ordre en tant que telles. C'est des problèmes de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Nous, à chaque fois qu'on est allé dans un commissariat, une gendarmerie où on peut parler avec les hommes ou les femmes qui les représentent, ils sont à chaque fois emballés par ce qu'on fait et ils sont très contents de pouvoir collaborer avec nous, plutôt nous qui collaborons avec eux pour arriver à arrêter ces personnages. Mais ils sont pas assez. Il n'y a pas assez de personnel à bosser qui peut bosser dans la cybercriminalité, en tout cas dans la pédocriminalité sur le net. Ils sont vraiment, vraiment pas assez. Ils sont tous débordés. En plus, en ce moment, c'est le Covid. Donc aujourd'hui, on leur demande de mettre des amendes pour des masques. Ça, c'est un autre débat, mais ils sont encore pris là-dedans. Il y a eu les attentats où ils étaient tous débordés. Il y a toujours quelque chose à faire. Et ils ne sont pas assez pour s'occuper des enfants et en tout cas les protéger. Très bien. Est-ce que, Stéphane, tu as des questions à poser? Ou avant qu'on aille plus loin, moi je vais rappeler à tout le monde qu'il faut surveiller ses enfants. Moi j'ai une petite de 9 ans. Bien évidemment, elle est intéressée par YouTube, elle est intéressée par Facebook. Il ne faut pas laisser ses enfants tout seuls sur la toile et sur Internet. Ça paraît absolument évident, mais je préfère encore le rappeler. C'est la meilleure protection, c'est vous. C'est contrôler, regarder les libertés que vous donnez à votre enfant. C'est l'accompagner. Ça me paraît extrêmement important. Hein, je veux dire, il faut responsabiliser aussi les gens. On ne balance pas les enfants, on les envoie pas jouer au foot sur l'autoroute, on les laisse pas tout seuls dans une piscine de 3 mètres de fond et on les met pas seuls sur Facebook ou sur YouTube. C'est du bon sens, quoi. Et puis après, le reste, on rentrera dans le vif du sujet un peu plus tard. Voilà. La première réaction, c'est celle-ci. Il faut dire tu as tout à fait raison, Stéphane. Protéger les siens pour éviter qu'il leur arrive n'importe quoi, parce que visiblement, le monde est dangereux et ces messieurs sont en train de le confirmer. Oui, oui, oui. Le monde est très dangereux, tu as raison. Il faut faire tout à fait attention quand on met nos gamins devant un écran, quel qu'il soit. Mais on s'aperçoit qu'une minute d'attention, et ça peut arriver. Vous avez entendu, il y a une petite fille qui est de 9 ans qui a été violée il y a 3-4 jours, je ne me rappelle pas exactement quand. Hein. Donc le personnage qui avait déjà 18 arrestations à son actif, hein, de 31 ans, il venait de violer une mamie qui avait 74 ans. Il a volé sa voiture et il a kidnappé, mis dans son coffre de voiture une petite fille que sa maman était envoyée chercher le pain. Voilà. Et sur le net, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc, il faut arrêter de croire qu'on va le faire pour vous. Il faut arrêter de croire que ce sont les autres qui vont s'occuper de vos enfants. Il faut vraiment les surveiller, alors il faut les responsabiliser dans la limite de leur mesure de compréhension, mais il faut y faire attention vous-même. Ça paraît extrêmement important. Tout à fait, tout à fait. Mais attention, même si ça arrive, faut oublier que l'enfant est une victime. On entend trop souvent, ouais, mais vous aviez qu'à pas les mettre sur le net, qu'à pas faire ci, c'est bien fait pour votre gueule ou des choses comme ça. C'est jamais bien fait pour la victime. Ça peut arriver à tout le monde et n'importe quand. Alors il faut prévenir, il faut faire le maximum de choses pour éviter que ça arrive. Mais si ça arrive, ça reste des victimes. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on surveille ces gosses. Je veux dire, on les laisse pas traverser la route, on les envoie pas jouer avec un arc et des flèches pointues seuls dans le jardin avec les amis, et on les laisse pas tout seuls sur Facebook durant 2 heures. Je veux dire, on commence par ça déjà. On part pas du principe que la société va les protéger, parce qu'on voit bien que non, ce n'est pas le cas. Absolument pas le cas, c'est certain, c'est certain. Il faut prévenir, c'est certain. Ok. Moi, David, est-ce que tu veux dire quelque chose?
Oui, tout à fait. La première protection contre la pédocriminalité, c'est parents et enfants. Ce qu'il faut, c'est apprendre aux enfants s'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui qui l'interpelle sur Internet ou dans la vie réelle, eh bien, que cette personne peut, bien sûr, être un pédophile, ou qu'on appelle nous un pédocriminel, parce que le terme de pédophile n'est pas vraiment le bon terme. Moi, dans un titre personnel, j'ai donc deux enfants, j'ai un garçon et une fille qui sont petits, et ce que j'ai mis au point avec eux, c'est un mot de passe. Un mot de passe qu'ils sont seuls à connaître, qu'ils ont enregistré, et je leur dis, si quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou même quelqu'un que vous connaissez vient vous voir, par exemple, à la sortie de l'école, pour vous dire d'aller avec lui, vous lui demandez le mot de passe. S'il ne connaît pas le mot de passe, eh bien, Très vous bien, rentrez très 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 vite bien, et vous Non, allez vous réfugier à l'école. très très bien. c'est Ouais, non. ouais. Ça marche chez les enfants, le réflexe. C'est très très bien. D'accord. Moi, donc, ce que je voulais demander également, c'est que le pédocriminel, en fait, comment on peut le qualifier? Enfin, c'est vrai que légalement, c'est un délinquant, mais est-ce que c'est pas en plus et surtout un malade? C'est-à-dire que et comment on pourrait réfléchir aux moyens, alors je ne sais pas, hein, je suis totalement profane en matière, aux moyens de détecter en amont effectivement ces pulsions sexuelles qui le portent vers des enfants. Parce que c'est quand même pas comment dire, un comportement normal et un comportement sain. Donc, effectivement, l'acte est criminalisé, enfin, pour l'actuel est délictuel, mais ce sont des malades, ces gens-là. Et on a vu une émission, je crois, hier ou avant-hier, sur justement un centre assez ouvert où sont logés Ouais, Mozac, oui. dans des conditions exceptionnelles les pédocriminels, où on dit qu'il y a un taux et donc ils auraient un suivi psychologique. Il y aura un taux de récidive qui serait moindre que les délinquants de droit commun. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. La question, c'est est-ce que ce sont des criminels? Ça, c'est certain à partir du moment où l'acte est commis, mais est-ce que ce ne sont pas en amont des malades? Je pense plutôt que la société, les médias et tout cela donnent une mauvaise image du pédophile. On présente le pédophile comme une sorte de barbe bleue. Là, on présente Fourniret, on présente euh, des genres de personnages comme des pédophiles et comme l'image de pédophile. Or, le problème, c'est que cette image-là est fausse. Le pédocriminel, eh bien, a une vie qui est en apparence tout à fait normale. Ça peut être le papa de Sébastien, ça peut être l'oncle de Julie, ça peut être le cousin de La maman, Sonia ou tout. C'est un kidam ayant une vie tout à fait en apparence normale. Mais le seul lien qui relie psychologiquement tous les pédophiles, c'est qu'ils sont parfaitement immatures psychologiquement. Est-ce qu'on ne pourrait pas le détecter? Alors là, c'est une question qui ne concerne pas Augustine, c'est évident, mais est-ce qu'on a réfléchi à des solutions qui permettraient éventuellement de détecter en amont ces comportements qui sont déviants, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas d'un coup. C'est quelque chose qui est latent, je pense, et on devrait trouver des solutions pour le détecter. Et là, bon, c'est vrai que nous avons invité, comme nous le faisons à chaque fois, nous avons invité un certain nombre de personnalités à participer à ce débat, notamment le ministre de la Santé, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Je suppose qu'ils nous suivent par une voie détournée et qu'ils savent très bien ce que nous sommes en train de dire, mais ce serait bien qu'ils interviennent pour nous donner aussi leur point de vue par rapport à ça, parce que nous avons une association là qui lutte contre la pédocriminalité avec des actions concrètes sur le terrain. Ce serait bien que des politiques viennent nous donner aussi leur avis sur la lutte contre la pédocriminalité. en fait, les détecter, on ne nous explique jamais comment les détecter. Par contre, on va toujours trouver, entre guillemets, des excuses à leur acte.
Très souvent, on va nous dire parce que eux-mêmes ont été abusés, parce que eux-mêmes ont été violés, frappés ou ces genres de choses. Mais c'est pour ma part. Attention, moi je suis pas psy, hein, c'est ce que je ressens et par rapport à l'expérience que j'ai pu en avoir en travaillant un petit peu dans ce domaine. Moi, je ne comprends pas qu'en ayant eu plus mal que quelqu'un d'autre, on veut justement reproduire ce mal. Quelqu'un qui a été violé, on en a plein dans nos équipes, autant des hommes, autant des femmes, autant pour certains, c'est leurs propres enfants qui ont été abusés. En aucun cas, eux, en tout cas, ont envie de reproduire ça. On va très souvent nous, voilà, des excuses. Alors, ça va être parce qu'ils ont été abusés eux-mêmes, parce qu'il y avait l'alcool, parce qu'il y avait la drogue, parce qu'il y avait plein de choses. Mais jamais, jamais, on va nous dire, on va nous expliquer comment on pourrait faire pour essayer de déceler ça. Personnellement, j'en saurais pas plus non plus. Tu parlais de maladie. Est-ce que c'est vraiment une maladie? Est-ce que nous, on est malade en étant homosexuel, en étant hétérosexuel? C'est ce que eux penseront. Nous, on considère que eux, ils sont malades parce que un homme ou une femme a des envies vis-à-vis d'un tout petit garçon, d'une toute petite fille, voire pour certains, il vient d'avoir un jugement en Belgique pour des bébés. Donc, pour nous, c'est certain, c'est une maladie. Maintenant, la détecter, je ne vois pas comment ce serait possible, si seulement ça va être possible un jour, malheureusement. Est-ce que vous considérez tous les deux que la justice est laxiste par rapport à la répression effective contre les pédocriminels? Le bilan au niveau de la justice, elle est, pour moi, à mon avis, totalement catastrophique. D'abord, les lois ne sont pas appliquées. On correctionnalise beaucoup avec oubli de fait. Par exemple, on parlait de Julie tout à l'heure. Julie, possiblement, hein, je ne suis pas juge, donc possiblement, il y a des viols en réunion qui ont été, entre guillemets, oubliés. Tout ça pour correctionnaliser l'affaire. Viol, normalement, c'est aux assises. Et là, même s'il y a suspicion de viol, tandis que là, des viols en réunion, possiblement, hein, eh bien, ont été éliminés du dossier pour correctionnaliser. Et on obtient beaucoup de correctionnalisation de faits qui devraient passer aux assises. Et cela pour des causes financières, essentiellement. Un jugement aux assises, c'est un jugement populaire, c'est des juges populaires, donc avec des décisions qui peuvent être affectées par l'affect de la personne, tandis que quand c'est correctionnalisé, c'est des juges professionnels qui appliquent la loi. Et le coût financier n'est pas le même dans les deux cas. Après, point de vue de la justice, il y a beaucoup de problèmes de perception de la psychologie de la victime, la sidération, l'amnésie traumatique, l'impact psychologique des manipulations, là, eh bien, c'est pas bien perçu. Des fois, même si on a le même langage, des mots n'ont pas la même signification pour un enfant de 8, 9, 10, 11, 12 ans et pour un adulte juge ou avocat pour qui un mot a une signification bien précise. On va rentrer dans le vif du sujet là. Dans notre contexte, quelle est la définition du mot enfant? C'est jusqu'à quel âge? Au niveau de la loi, c'est 15 ans, je disais tout à l'heure, les articles de loi que citait Claude, c'était pour les enfants de 15 ans. Alors, quand on dit 15 ans dans la loi, c'est 15 ans et moins. Ça, c'est pour la France. Pour la Belgique, c'est 16 ans et moins. Alors, évidemment, le juge, s'il y a un viol qui a été commis sur un enfant de 14 ans, c'est ça, en fait, tout le problème. Parce que les gens disent, oui, il aurait dû être condamné à 10 ans et en fait, il a pris que 2 ans. Mais le juge, s'il vient de juger la veille quelqu'un qui a violé 4 enfants qui avaient 8 ans, il va lui mettre 10 ans. Si le lendemain, tout aussi horrible, il viole quelqu'un, il juge quelqu'un qui a violé un jeune homme ou un jeune garçon qui avait, lui, 14 ans, il ne peut pas lui mettre 8 ans. Puisque donc, la veille en dessous déjà de 15 ans, il n'y a pas de notion de consentement.
Normalement, en dessous de 15 ans, il n'y a pas de notion de consentement. Et c'est ce que certaines personnes essayent de faire changer. Non, il n'y a Voilà, pas de c'est ça qui notion de va consentement. arriver. Y a-t-il une différence entre avoir un comportement inapproprié envers une enfant de 9 ans et une enfant de 14 ans? Légalement, non. Et dans Légalement, la non. pratique? Mais dans la pratique, bien sûr que oui. Et c'est ça qui est fou. Il y a une affaire en ce moment qui est en train d'essayer de ressortir et qui fait, on est toujours dedans, donc on sait qu'on en parle. En gros, hein, il y a une maman qui est rentrée de son travail, elle a surpris son mari qui avait beaucoup bu, en train de se faire masturber et sucer, par sa petite fille qui avait 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Bon, on passe les détails, on arrive au jugement et on demande à la maman comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Ben, la petite, elle était en train de faire ce que je vous ai décrit. D'accord. Et la petite, elle hurlait, elle criait, elle se débattait. Non, rien de tout ça, c'est son papa. Donc le juge a estimé et a condamné le papa à 8 mois de prison avec sursis, en estimant que la petite fille de 5-6 ans, je ne me rappelle plus exactement, elle n'avait pas fait preuve, écoute bien, de non-consentement. Elle n'est pas consentante, mais Ouais, j'ai entendu un truc comme ça. Ouais. Ça va faire venir des elle questions n'était pas plus tard consentante, aussi. hein, on est bien d'accord. Mais elle aurait quand même pu faire voir qu'elle était. D'accord. Voilà. Elle n'a pas les outils intellectuels, elle ne connaît pas, elle ne comprend pas, mais elle est consentante. D'accord. Voilà. Mais dis-toi qu'un gars qui abuse de son enfant depuis tout petit, nous, on va essayer aussi d'essayer. Ah oui. Parce que je représente aussi une association où on en prend beaucoup plein la tête parce que nous sommes des hommes. Est-ce qu'il n'y a que des hommes? Non, bien sûr que non, il n'y a pas des hommes. Mais encore une fois, on est dans une société, et certains n'aiment pas ce mot patriarcal. Donc, regarde, je vais te faire un truc tout bête. De moins en moins, hein, Claude et moi, on pourrait vous en parler assez longuement, on a bien creusé le sujet. Non, mais moi, j'ai très souvent des témoignages, et j'ai déjà eu des mamans qui viennent vers nous en nous expliquant que leur conjoint qui sont en train de divorcer a fait des attouchements. Peut-être. Maintenant, il y a une démarche à faire, essayer de voir si c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a trop eu de gens, mais dans un sens comme dans l'autre. Hein. Nous, on a les deux cas. Hein. Autant un papa qui vient nous dire que la maman a fait des saloperies, autant la maman nous dit le contraire. D'accord, parce que nous, j'ai fait une émission de radio avec Pierre Durand, qui tient les permanences de Dijon, des SOS Papa et autres. Il a une vue sur plusieurs milliers de dossiers, hein, c'est quelqu'un qui fait ça. Il me dit à un moment donné, il y avait Outreau, tout ça, on avait énormément de plaintes pour violences sexuelles. Et depuis que la majorité est arrivée en place, on n'a plus de plaintes pour violences sexuelles, on n'a plus des plaintes pour violence, tout court, violence conjugale. Donc il y a aussi, dans la situation des séparations et des divorces, on s'inspire de l'actualité pour dire que l'autre a un problème. Oui. Mais, juste pour en venir, quand tu me parles de maman ou de femme qui pourrait faire des actes pédocriminels, si tu prends l'exemple d'une petite fille de 13 ans qui rentre le soir et qui dit à son papa ou à sa maman, je suis amoureuse de mon prof d'anglais qui a 28 ans et j'ai couché avec lui. Les parents vont porter plainte, c'est un viol, on est bien d'accord. Président de la République. Non, excusez-moi, c'est une mauvaise blague. Attention, on va pas sur le sujet. Non, on est bien d'accord. Essayez de parler l'un après l'autre, s'il vous plaît. Ouais, on est donc d'accord, Stéphane, que c'est un viol. Une petite fille de 13 ans a été violée par son prof qui avait, je dis un prof, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, hein, je ne veux pas stigmatiser. Maintenant, si tu as le même cas, un jeune homme de 13-14 ans qui rentre à la maison et qui explique à son père, papa, ça y est, je suis plus puceau, j'ai couché avec ma prof ou avec la voisine ou avec je ne sais qui, en tout cas quelqu'un qui est majeur. Et bien très souvent, le père, il va mettre une grosse tape dans le dos de son fils, il va dire bravo mon fils. Ses copains à l'école, ils vont le prendre pour un héros. Ils vont dire c'est très bien. Tu vois, alors que les dégâts psychologiques sur le petit garçon, ça va être les mêmes que sur la petite fille. C'est pour ça qu'en fait, les faits de pédocriminalité féminine, ils sont beaucoup moins relatés. C'est déjà très dur d'arriver à les faire ressortir au niveau des hommes, mais alors au niveau des femmes, encore plus. Et pourtant, il y en a eu. Ça, je peux l'entendre. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y a des mamans qui ont, ça arrive, qui ont abusé de leur propre bébé, que ce soit des petites filles ou des petits garçons, qui ont fait des attouchements ou des pénétrations. On a interviewé avec Claude une dame qui avait écrit un livre à ce sujet. Oui. Alors, sa maman l'avait violée. Ouais. Donc, il y a les deux cas. Mais alors, c'est déjà très difficile à coincer des hommes. Et les femmes, déjà, on ne veut pas l'admettre. Déjà. Donc, tu vois, le problème, ça serait même nous qu'on essaye de l'admettre, on n'arrive déjà pas à l'admettre.
Ouais. Et donc, Vous avez réussi à aider à en interpeller combien? Vous avez des chiffres, cher Augustine? ouais. On interpelle. Si on était plus, ça serait entre une et deux personnes par mois. Voilà. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. À deux, Mais là, c'est énorme. non, on n'est pas deux, hein. On n'est pas deux. Vous êtes combien? Il y D'accord, a d'accord. il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous. Mais on est une toute petite équipe. On pourrait être beaucoup plus. On pourrait faire beaucoup plus. On pourrait faire beaucoup plus. Si, déjà, si nous, on était plus, si les policiers ou les gendarmes, autant en Belgique qu'en France, avaient les moyens de nous aider ou en tout cas d'être prêts à nous entendre, et si les procureurs avaient, entre guillemets, les couilles de le faire. On a des fois eu des soucis. Sur tous les cas qu'on a eu, hein, parce que je veux surtout pas dire que ça marche pas. C'est faux, ça marche. On y arrive. La preuve, nous, on fait arrêter les gens sont en prison ou sont sous contrôle judiciaire. Les gens qui vous disent on ne peut pas, ça marche pas, c'est faux. Ça marche. Tous les dossiers que j'ai amenés, tous sont passés. Alors, il est arrivé, et je citerai ni le nom ni la ville, qu'un procureur refuse de prendre un dossier. Alors, tenez-vous bien, pourtant, je lui ai amené la preuve que l'individu avait déjà violé et se vantait d'avoir violé un enfant de 10 ans. Nous, on est arrivé à prouver que c'était sa nièce. On a amené les preuves au procureur, hein. On a tout amené, tout. On avait même un rendez-vous avec cet individu. Donc, j'avais pris contact avec la gendarmerie. Le rendez-vous se faisait au bord d'un lac. On a pris rendez-vous comme d'habitude, bien longtemps à l'avance, avec les gendarmes pour qu'ils puissent s'organiser, interpeller la personne. On avait tout donné le dossier au procureur. Il avait toutes les preuves de tout ce que nous, on avait. Je ne vais même pas rentrer, je ne peux pas vous dire pourquoi le procureur a refusé de prendre de dossier. Le gendarme m'a rappelé pour me dire, monsieur, il serait gentil d'annuler le rendez-vous. Je lui ai expliqué que ce n'était pas un meuble Ikea ou Darty qui venait me livrer une machine à laver. On m'a demandé d'annuler le rendez-vous, de laisser tomber. De laisser tomber, vous entendez bien. Comme chez Augustine, on est un peu tête de nœud, on a changé de région. Il se trouve que la tata qui amenait notre enfant virtuel au lac, eh ben, on a changé notre histoire, on est allé dans une autre ville. Et là, le procureur nous a suivis. On avait un substitut du procureur qui nous a suivis. J'ai été sur place à l'intervention. Attention, j'étais sur place, mais j'interviens jamais, hein. Jamais. Nous, jamais. Il y a des policiers qui sont là pour ça, c'est leur travail. Jamais on se présente, nous, aux pédocriminels. Le gars est venu, d'ailleurs, il devait venir dans une voiture, il est arrivé dans une autre. Bah, c'est ce monsieur qui avait des liens et de quoi endormir la gamine. Ce dossier, on l'avait posé 6 mois, peut-être pas 6 mois, les 4-5 mois avant déjà au procureur. Rien n'avait été fait sur les signalements. Rien. Heureusement, on est arrivé à le faire arrêter. France ou Belgique? C'est en France. France C'est ou en Belgique? France. En France, ça s'était passé. Attention, hein, la Belgique, c'est la même. Hein. J'ai déposé un dossier, je connais par cœur, le 4 février. Hein, j'ai déposé un dossier sur quelqu'un. Le 4 février. Hein. Aujourd'hui, on arrive mi-septembre, fin septembre. La personne n'est toujours pas arrêtée. Hein. C'est une personne sur laquelle, avec David, on a bien travaillé. Il avait fait notamment, ce monsieur, une vidéo en live sur Facebook où il disait vouloir tuer des enfants et violer leurs cadavres. C'est ce qui l'excitait le plus que coucher avec une femme qui sera en surcharge pondérale. On a le dossier complet, tout. J'ai la police belge, j'ai déposé le dossier le 4 février à un procureur. La police belge a été au courant du dossier au mois de juillet et ils sont venus m'entendre ici à mon domicile le mi-août, je crois, quelque chose comme ça. La personne n'est toujours pas arrêtée et toujours et a tous ses ordinateurs, ses téléphones pour pouvoir continuer de communiquer. Donc, si je comprends bien, Lambert, le problème que tu évoques, c'est le principe de l'opportunité des poursuites qui permet au procureur de poursuivre ou de ne pas poursuivre, c'est ça? Oui, parfait. Il faut savoir qu'il y a 0,3% des victimes qui arrivent à 0,3% des victimes qui arrivent à avoir une condamnation de leur agresseur. 0,3%. 0,3% des victimes arrivent à avoir un jugement. 0,3%. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est Combini News qui est un parti, on avait eu ces infos qui sont des vrais chiffres hein, qui viennent de l'État français. Hein. En 2015, il y a eu 154 000
abus ou viol sur enfants. Hein. Donc là, on parle d'enfants qui avaient moins de 15 ans et moins. Hein. 154 000, hein, c'est quand même énorme. Hein. Ça représente, je reprends les termes de Combini News, hein, ça représente à peu près 2 enfants par classe. Hein. Vous êtes père de famille, 2 enfants par classe. Ça veut dire que dans chaque classe, il y a au moins 2 enfants qui ont été abusés ou violés. Dans toutes les classes. Voilà. Sur ces 154 000, il y en a seulement 4% qui vont porter plainte. Alors, c'est pas les enfants qui portent plainte, hein, on est bien d'accord. C'est les parents qui vont amener leurs enfants porter plainte. Alors, soit ils les amènent pas parce qu'ils ont décidé que c'est mieux de rien dire, parce que pour X ou Y raison. Enfin bref, seulement 4% sur 154 000. Sur ces 4% qui osent porter plainte, il y a seulement 30% de ces plaintes qui vont être instruites. Seulement 30, donc encore un tiers de moins sur ces 4%. Donc elles vont être, les autres ne sont pas instruites parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, parce que les témoignages ne concordent pas, pour X ou Y raison, ou que l'enfant n'arrive pas à s'exprimer ou est traumatisé, je ne sais pas. Seulement 30%. Parce que le procureur n'a pas envie de poursuivre, tout simplement. Peut-être. Là, je ne rentre pas dans un clash avec les procs. En tout cas, on en est là. Et sur ces 30%, il y a seulement 10% qui vont aboutir. Et c'est là le chiffre dont parlait David. Seulement 10%. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on soustrait tout ça, c'est 0,3% des victimes qui voient leur agresseur condamné. Alors, attention. Mais monsieur, mais pas condamné, mais pas condamné à de la prison. Condamné, donc peut-être à de la prison. Non, mais attendez. Oui, une seconde. Lambert, Argus, tu es dans l'ombre. Ah, je suis dans l'ombre. Ouais. Je vais allumer la lumière. Voilà. Vas-y, pose ta question. Je disais que c'est pire que ça. Moi, j'ai plusieurs exemples via l'association, y compris des exemples proches. C'est que non seulement on n'instruit pas les plaintes, mais surtout, on est culpabilisé. C'est-à-dire que vous allez voir les gendarmes, la justice, où vous dites « mon enfant a eu un problème à l'école » ou « mon enfant a eu un souci ici », on va vous dire que c'est de votre faute. J'ai même un cas, tenez-vous bien, l'expertise médicale dit qu'il y a une plaie, l'enfant est passé via pédopsychiatre à une audition avec miroir santin, il avait 6 ans à l'époque des faits, il confirme, eh ben on va classer parce qu'il n'y a pas de preuve. Ouais. Et non seulement on classe parce qu'il n'y a pas de preuve, mais en plus, limite, c'est la faute des parents, c'est eux qui inventent et qui ont créé les choses. Ouais. Et puis si jamais vous vous battez trop, eh ben l'enfant, on vous le pique. Ouais. Y a aussi, ça peut aller jusque-là. Non, c'est quand même assez scandaleux, le traitement de la sauvegarde de l'enfance, et je suis navré d'entendre que c'est pareil en Belgique, est quand même extrêmement scandaleux ici. Non, mais nous, on travaille sur les deux, hein, autant la Belgique que la France. Hein. D'ailleurs, David est en France, moi je suis en Belgique. C'est partie des questions que j'aurai après. C'est pour ça qu'on voit un peu les deux. Moi, j'ai plein de cas où c'est les parents, au bout du compte, qui ont dû déménager alors que leur enfant a été violé parce que la victime, c'était le voisin ou des choses comme ça. Et c'est dans des cas catastrophiques. Et quand c'est ça, on leur dit il faut déménager parce que c'est une histoire grave. Vous venez avec un fusil, vous partez, vous oubliez, alors circulez, il n'y a rien à voir. C'est la victime qui s'en va. Et c'est de sa faute. Voilà. Et comme tu disais, on a même eu des cas où alors, soit le gamin est placé en foyer, ou alors pire. Moi, j'ai le cas en ce moment pour une maman qu'on aide. Hein, c'est un truc de fou. Audition Mélanie, où les gendarmes, hein, à la fin de l'audition, expliquent bien que le père est incestueux. Hein. Le père est incestueux, c'est l'audition Mélanie qui le prouve, les dessins, les attouchements, tout ce qui est expliqué, tout, la totale. Hein. Attention, il n'y a pas eu de pénétration ni de choses comme ça, mais on a la totale. Hein. À force que la maman se batte, on lui a retiré la garde de l'enfant, elle a perdu, et les enfants, donc une petite fille et un petit garçon, ont été redonnés au papa, qui avait été déclaré incestueux. Hein. Donc, vous savez plus, il y a des fois, on se dit, on devient fou, on devient fou. C'est ça parce que. Ah, mais c'est un domaine quand on s'en approche qui. Oui. Ça, c'est parce que justement, le parent qui dénonce, eh bien, la justice considère que c'est un syndrome d'aliénation parentale. Et donc, le parent qui dénonce, eh bien, devient pour la justice le tourmenteur de l'enfant. Ça renverse. Et il y a des cas où des enfants, eh bien, quand leur mère dénonce des faits du père, en général, c'est plutôt ça, eh bien,
la mère, elle est considérée comme étant la personne qui tourmente l'enfant en l'empêchant ses enfants de voir leur père. Et du coup, la garde des enfants est attribuée au père, qui, qui serait possiblement pédocriminel. Ouais. Alors, moi, je voulais intervenir sur David, sur quelque chose que tu as évoqué, enfin deux choses que tu as évoquées. La première chose, effectivement, c'est le fameux syndrome d'aliénation parentale, qui a été inventé par Gardner, qui lui-même considéré comme étant un pédophile, qui a fait lever les herses des mouvements néo-féministes. Mais bon, il est sûr que si le syndrome d'aliénation parentale n'existe pas sur un plan scientifique, le principe de l'aliénation parentale existe. Alors on appelle ça aliénation parentale, exclusion parentale ou emprise, mais lorsqu'un des parents cherche à accaparer les sentiments d'un enfant et l'orienter vers lui, il y a quand même une emprise et une sorte d'exclusion, et c'est un petit peu le but de notre association. Enfin, c'est surtout. Et puis, tu as évoqué l'amnésie traumatique tout à l'heure. Amnésie traumatique, je suis un petit peu contre ce concept parce que c'est un concept qui a été élaboré par une psychiatre qui se fait sa réputation dessus, qui écrit des bouquins, etc. Mais ce concept d'amnésie traumatique, scientifiquement, est très contesté. C'est-à-dire que la notion d'amnésie traumatique est quelque chose qui n'est pas du tout démontré. Est-ce que effectivement, la violence sexuelle exercée à l'encontre d'un mineur ou exercée à l'encontre d'une victime, même adulte, provoque une amnésie traumatique? C'est pas démontré. Scientifiquement, c'est pas démontré. Je pense qu'effectivement, la personne aura tendance à vouloir oublier l'incident, à vouloir l'effacer, être dans le déni et l'effacer. Est-ce que c'est une amnésie traumatique? Je ne suis pas spécialement d'accord. Voilà. Juste ma parenthèse est fermée, je voulais juste soulever ça. Après, je suis pas psy. C'est vrai que, bon, je vais citer cette psy, on est d'accord, c'est Muriel Salmona qu'on parle. Tout à fait. Eh bien, il me semble, dans sa démonstration, elle sort des IRM de personnes qui souffrent de ce symptôme, et on voit qu'il y a des parties de son cerveau qui est mis en évidence. Après, c'est ce que je suis pas neurologiste, je ne suis pas du tout psy, on est d'accord. Je me suis plutôt documenté là-dessus, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Ok, non, mais je voulais juste faire remarquer simplement que autant le syndrome d'aliénation parentale a fait l'objet de beaucoup de controverses, l'amnésie traumatique fait aussi l'objet de controverses, même si bon, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que c'est pas valable, que c'est pas démontré, que c'est pas prouvé. Voilà. Donc simplement, voilà. C'est toujours des batailles d'experts. Tout à fait, des batailles d'experts, mais de là à ce que ça rentre dans la loi, il faut encore que ce soit prouvé scientifiquement. Et c'est très difficile scientifiquement de prouver quelque chose qui est lié au cérébral, au cerveau, en fait. Même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, le syndrome d'aliénation parentale, en ce moment, on l'entend dans presque toutes nos affaires. Hein. C'est quelque chose qui ressort très très souvent. Hein. Le SAP, on entend parler de ça tout le temps. Hein. Et pas de notre part, hein. Des parts des tribunaux, des avocats, des experts, en tout cas, même si ce n'est pas prouvé, on l'entend très 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 souvent. Hein. Bah, c'est dommage parce que la notion de syndrome d'aliénation parentale, effectivement, n'est pas encore démontrée. Ouais. Et c'est vrai que de se lancer dans des théories comme ça, parce que le syndrome d'aliénation parentale n'a pas été reconnu dans la classification des DSM-5, notamment, des pathologies psychiatriques, et donc il n'est pas démontré. Donc se lancer sur des concepts comme ça, qui sont des concepts très mous, puisque bon, comment dire, la psychiatrie est une pseudo-science, ça n'a rien de scientifique. Donc voilà, je pense que voilà. Simplement, je voulais ouvrir la parenthèse en disant que autant que le SAP n'est pas démontré, mais l'amnésie traumatique ne l'est pas plus. Voilà juste mon intervention. Là, par exemple, le SAP, de manière judiciaire, c'est parfois effectivement avoir une réponse assez molle. Là, pour aujourd'hui, là, donc on a différents dossiers, on voit différentes personnes. Hein, et là, j'ai noté des phrases qui sont très typiques de ce qu'on peut observer du point de vue
la justice. Là, tout à l'heure, je disais que mon image de la justice pour la pédocriminalité est catastrophique. Là, je vais vous citer certaines phrases hors du contexte, bien sûr, hein, des phrases qui sont, à mon avis, très fortes et qui montrent bien ce fait. Par exemple, Madame, êtes-vous sûre que votre fille n'a pas inventé tout cela dans le but d'avoir de l'attention supplémentaire? Il faudrait que votre fille retourne le voir afin d'avoir de nouveaux éléments si fait un faux pas. Aujourd'hui, il faut qu'il se passe des choses bien plus graves que les attouchements pour que la justice ne puisse plus nier la vérité. C'est n'importe quoi. Et Ouais, mais c'est du vrai de vrai. Hein. oui, c'est vrai. Et ce qui me semble beaucoup plus, me semble beaucoup plus fort, Madame, comprenez qu'avec le Covid-19, de nombreuses affaires comme la vôtre ont été classées sans suite pour non-lieu à cause d'une surcharge de dossiers et d'enquêtes depuis le confinement. Je suis désolé si votre affaire en fait partie. Je vous conseille de prendre un avocat pour vous aider afin de vous faire entendre. Et cela, ça vient d'une certaine greffière à la tribunal qui a dit cela à une mère par téléphone. Ah bah au moins on lui a répondu, à elle. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais, moi, Je voudrais savoir, je voudrais vous demander, vous avez une visibilité sur combien de cas, de dossiers vous avez contribué, vous avez contribué à combien d'arrestations, en tout cas, vous avez une vision sur combien de situations depuis le début de l'année, 10 personnes. Et dans votre durée d'existence, l'association? On s'est créé au mois de décembre. Donc, tu vois, on n'en était pas loin, quoi. D'accord. Donc, vous avez une visibilité sur 10 cas, en fait. Oui. Par manque Ah oui, 10 oui. cas qui ont abouti. 10 cas qui ont abouti. Et combien qui ont failli aboutir? Ah non, tous les dossiers qu'on a amenés en justice, ont tous été suivis des faits. Alors, ils sont pas tous incarcérés et ils sont toujours pas jugés. Il y en a un qui est aujourd'hui incarcéré en préventive, mais dans la plupart des cas, ce qui est assez fou, il reste sous contrôle judiciaire. Alors ça aussi, c'est la magie des tribunaux. Que quelqu'un qui se fasse arrêter pour un vol de voiture ou je ne sais quoi, qui se fasse arrêter, vous le laissez sous contrôle judiciaire en lui disant tu viens signer une fois par semaine, par exemple, et tu recommences pas, tu fais attention, sinon tu sais que tu peux y retourner. Le gars, c'est pas une pulsion, voler des voitures, par exemple, c'est pas une perversion, donc il sait ce qu'il risque, donc il recommencera pas. Par contre, quand vous avez un pédocriminel qui a des érections pour un enfant, ou comme un gars qu'on a fait arrêter sur l'île de Ré. Lui, il venait de l'île de Ré, on l'a fait arrêter beaucoup plus loin. Récidiviste, hein. Donc, 80, alors, c'est très simple, on va prendre un truc simple. 10 personnes, 8 récidivistes. Tout à l'heure, vous parliez. D'accord, donc c'est pas que pour personnes, 8 l'incivilité, les récidivistes, c'est aussi dans la pédophilie. Ah oui, c'est. D'accord, c'est un grand mal bien général. Mais oui, parce qu'on est bien d'accord que c'est une perversion. Donc, d'où le gars, quand on les laisse avant le jugement, on les laisse sous contrôle judiciaire. Le gars qui a une perversion, qui a des érections pour des enfants, on va rester sur les hommes parce que c'est quand même plus souvent. Le gars qui a des érections pour des enfants, qui soit sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire sans aucun contrôle, c'est-à-dire signé une fois par semaine ou une fois par mois, ou qu'on lui enlève son ordinateur pour pas qu'il puisse correspondre avec des enfants, ça n'empêche pas d'aller faire ses courses, je ne sais où, et de croiser des enfants. Donc s'il a vraiment cette pulsion, sachant qu'il risque peut-être d'aller en prison, c'est très rare, qu'il risque peut-être d'aller en prison, qui vous dit qu'il va pas justement faire pire. Ces gens-là, on les laisse sous contrôle judiciaire, c'est assez fou. On essaye de nous faire croire, là, dans l'émission de 7 à 8, donc à la prison de Mozac ou à Casabianda, c'est la même en Corse, qu'il n'y a pas de récidive. Déjà, les gens qu'on vous a fait voir, c'est des gens qui sont condamnés à 10, 15, 20 ans de prison. Ils ont fait le pire de pire innommable. Nous, les gens qu'on a, très souvent, même s'ils sont récidivistes, re-récidivistes, par exemple, on avait un gars qui était né en 61, première arrestation pour des fautes de pédocriminalité à 19 ans en 1980. Nous, quand on l'a refait arrêter il y a 3 ou 4 mois, il avait depuis fait que ça, rentrer en prison, sortir, rentrer, sortir, avec des petites peines. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il ressortait et dès qu'il pouvait, il violait un enfant. Et ainsi de suite. Et là, on nous fait toute une jolie petite émission pour nous faire voir les conditions qu'ils ont. Alors, je ne sais même pas pourquoi on nous fait voir de telles conditions. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on puisse faire voir à la population. Imaginez-vous les parents d'une victime qui voient la personne qui a violé leur enfant dans de telles conditions. Donc c'est hallucinant. Hein, c'est hallucinant. Ouais.
les droits communs, un petit jeune qui a vendu un peu de drogue, qui est totalement répréhensible, attention, hein, ou quelqu'un qui a bu en voiture et qui a causé un accident et la mort de quelqu'un, il va se retrouver dans des conditions, mais pire que ça. Hein. Là, quand on parle de réinsertion, autant eux, ils ont des chances de se réinsérer, autant un pédocriminel qui a des pulsions sexuelles pour un enfant, il n'y a pas de réinsertion. Il n'y a pas, il faut arrêter de nous le faire croire, il n'y a pas. France-Belgique, pareil. Pareil. Alors moi, Pareil. j'ai une question bête, mais finalement, pour traiter ces gens-là, est-ce que la solution, ce serait pas, bon, je sais pas, je dis n'importe quoi peut-être, hein, mais est-ce que la solution, ce serait pas la castration chimique, voire la castration définitive? Et je sais Du pas. bromure. Non, Non, mais non, mais non. Alors, le problème, castration chimique, elle est appliquée dans certains pays, et entre autres, je crois, la France comme la Belgique, ça peut être le cas. Mais les gars l'acceptent, parce qu'il faut que ça soit que la personne l'accepte. Hein. Les droits de l'homme vous interdisent de donner quelque chose à quelqu'un si Et s'ils ne le veulent pas. Mais dans ce cas-là, on leur accorde d'autres remises de peine pour les avoir. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas les moyens de les contrôler une fois qu'ils sont dehors. Ils vont avoir un psy, un médecin qui va les contrôler peut-être la première année pour voir s'ils prennent bien leur médoc. Et puis après, ça s'arrête. La castration physique, même si vous venez à les couper, la pulsion, elle est dans la tête. Les saloperies qu'ils font, c'est pas nécessairement avec leur sexe. Moi, je suis totalement contre la peine de mort. Et pour moi, la seule chose qui pourrait définitivement arrêter des multirécidivistes, c'est comme aux États-Unis ou dans d'autres, hein, la prison à vie. Si le gars n'est plus en contact avec des enfants, il ne violera plus des enfants. L'élimination de la société, en fait. On l'élimine de la société. De toute façon, ils sont récidivistes. Ils le seront. Ils le seront. Allez, je peux poser une question? Oui. Voilà, et puis après, on va clôturer. Ouais, allez, on va y aller, on va saigner un petit peu là. Est-ce que vous qui êtes intéressé un petit peu à cet environnement, est-ce qu'il y a des réseaux? On parle de l'affaire Einstein, on parle de différentes choses, on a eu du trou à la Belgique. Est-ce que nous avons en France et en Belgique des réseaux? Est-ce que parce que le nombre d'enfants qu'on n'a pas encore dit aujourd'hui, mais le nombre d'enfants qui disparaissent chaque année est assez élevé. Donc, y a-t-il des réseaux qui font ça? Et deux, quelles sont les forces qui poussent à l'abaissement de l'âge de consentement et à l'abaissement des difficultés de la loi? Qu'est-ce que vous avez vu en tant qu'observateur? Qui sont ces gens qui veulent légaliser la pédophilie, qui veulent pousser vers le refus des limites? Et est-ce qu'ils sont vraiment organisés? Déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que 80% des cas de pédocriminalité est dans la famille de l'enfant. 80%. Et si on élargit dans toutes ces connaissances, c'est 95%. D'accord. Donc, après, effectivement, il y a l'existence de réseaux, mais c'est assez... c'est pas 100%, c'est une certaine... D'accord. Mais est-ce qu'il y en a? Parce que quand on entend qu'on veut baisser l'âge de consentement à 9 ans en France, j'ai cru entendre passer cette chose-là, c'est qu'il y a des forces derrière qui poussent. Enfin, je veux dire, nous, on essaie de faire passer la loi alternée, on n'y arrive pas, parce que on voit bien que la politique, les lois, c'est sujet à des rapports de force, il y a des lobbies d'influence. Donc, si on entend qu'il y a des velléités pour baisser l'âge de consentement et dépénaliser, c'est qu'il y a des gens qui poussent derrière. Bien sûr qu'il y a des gens qui poussent derrière. Et tout alors, ça, qui c'est? Il faut bien comprendre que la pédophilie, elle dérange. Ça dérange. Ça fait mal, ça fait peur, ça dérange le kidam, tout le monde. On ne veut pas en entendre parler. Et quand on entend parler, en fait, on ne fait pas grand-chose. Je vais vous citer juste un homme politique, un seul, et tout le monde l'a entendu. Je ne vais pas le dénoncer, je ne risque rien, vraiment, je ne prends pas de risque. Hein. On va prendre un exemple. Monsieur Daniel Cohn-Bendit. Au hasard. Au hasard. Est-ce qu'il n'a pas avoué qu'il était pédocriminel? Est-ce qu'il n'a pas avoué que c'était excitant qu'une petite fille de 4-5 ans défasse sa bras? Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Non, mais là, c'est compliqué parce qu'il a dit qu'il avait écrit des conneries. Il a dit plusieurs fois. Oui, il n'y a pas de sûr. Non, mais il y a plein de cas pires que lui. Il y a plein de cas pires que lui. Il y en a un qui vient par la télévision avec son œil. Je prends juste un exemple. Prenons Matzneff. Bien sûr. Prenons Matzneff. Mais si tu veux, pourquoi l'enrouage de tout ça? Lui, il le revendique. Au niveau des politiques, je parle que de Daniel Cohn-Bendit parce qu'il y en a bien d'autres. Hein. Je ne vais pas les citer tous, mais nous, bien sûr. On ne va pas citer son nom, mais on sait très bien qu'à l'hôtel Mamounia à Marrakech, au Maroc, un ministre français a été arrêté par les autorités. C'est pas passé dans les journaux, ça a été caché. Nous, on en a les témoignages de gens.
On a eu les témoignages. Si dans les politiques, on a des personnes qui ont de telles perversions, on n'arrivera jamais à arrêter tout ça. Jamais. Aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit ou d'autres personnes au niveau politique n'ont jamais été inquiétés. Aujourd'hui, c'est vos impôts, c'est mes impôts qui payent la retraite de ce député, cet ancien député européen. Et jamais il a été inquiété. Jamais. Et ça ne gêne personne. Aujourd'hui, d'exemple, le ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti, c'est quand même lui qui a défendu les gens à Outreau. Donc aujourd'hui, d'Outreau, on nous dit que ça a été qu'une erreur judiciaire, et tous les gens retiennent d'Outreau que c'est une erreur judiciaire. Tous les enfants d'Outreau ont tous été abusés. L'erreur judiciaire, elle venait de certaines personnes qui ont été accusées à tort, pas des enfants qui ont dit qu'ils avaient été abusés, que c'était faux. Prenons l'exemple de Jonathan Delay, il a été abusé, plus qu'abusé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en ressort? C'est ça. Dupond-Moretti, quand il était au tribunal, il a tellement insisté sur une des pauvres gamines qu'elle s'est pissée dessus en plein tribunal. Voilà ce qu'on amène aux enfants. Gérard Darmanin, on va parler de moralité. Juste une histoire de moralité dans la politique française ou d'autres pays en Europe. Cet homme-là est sous l'accusation, encore aujourd'hui, de dépôt de plainte pour viol. C'est peut-être pas lui, c'est peut-être faux. Ce gars-là est quand même ministre de l'Intérieur aujourd'hui, non? Je ne sais pas. Quel est le signe qu'on envoie aux victimes dans ces cas-là? Il n'y avait pas d'autres personnes à mettre en avant? C'était les seules personnes à mettre en avant? Et je préciserai aussi, ma source, c'est Hélène Romano, qui, lors d'une réunion, répète, lors d'une conférence, répétait les propos tenus en off par Marlène Schiappa au moment où elle rédigeait ses lois. De mémoire, Marlène Schiappa disait à Hélène Romano, faut arrêter vos conneries. Une enfant de 10 ans, une fille de 10 ans est capable de consentir ou pas. Ouais. Marlène Schiappa, qui à un moment était secrétaire d'État, je crois, qui était au moment où on rédigeait des lois, dans la rédaction de lois de protection, sort cela. Ouais, Oui, donc oui, effectivement, on a de toute évidence un problème politique par rapport à la gestion de la pédocriminalité, c'est certain. Je tiens à préciser que les personnalités citées ont un droit de réponse et qu'elles peuvent tout à fait intervenir. avec grand plaisir. Voilà, et venir s'expliquer si elles le souhaitent. Donc, En ce qui me concerne, j'ai cité ma source. Je cite aussi la source de Daniel Cohn-Bendit, c'est Daniel Cohn-Bendit lui-même. Hein. Oui, mais bon, ça c'est connu, Daniel Cohn-Bendit. Oui. Il y a pas mal de films d'enregistrement sur ses déclarations. C'est difficile aujourd'hui qu'il puisse contester ce qu'il a dit. Il n'a pas fait que l'écrire, il l'a dit en public. Il l'a dit en public à plusieurs reprises, et même si maintenant on nous dit oui, mais dans les années 70, 80, c'était un peu différent. Non, c'était pas différent. Les enfants étaient toujours des enfants, et les violeurs étaient toujours des violeurs. Ça n'a rien changé. Non, c'est pas ça qu'il dit. Lui, c'est différent. Lui, il dit qu'il n'y a personne qui a porté plainte et qu'il a dit une connerie en étant défoncé. Mais bon, il est responsable de ces conneries. Hein. Je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, notamment aujourd'hui avec l'affaire Rammstein, qui, eux, sont beaucoup plus attaquables. Et avec Rammstein, on a vu qu'il y avait des réseaux. Il y a des personnalités extrêmement importantes aujourd'hui qui sont impliquées dans ces affaires-là. Ils ont fait des petits trucs sur leurs îles, là-bas, avec des caméras partout, pour se tenir les uns les autres. On a des cibles beaucoup plus sanglantes à qui s'en prendre si on le veut. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais une de nos particularités, en tout cas chez Argus, c'est qu'on va citer surtout les choses où on est sûr de notre coup. Bien sûr, oui. Tout est en train de se faire juger. Et d'ailleurs, pas en France. Hein. En France, moi, j'ai vu passer des photos de personnes très connues qui étaient de dos à la télécommande comme ça, puis avec une nana de 13-14 ans qui les massait derrière. Ils étaient à poil. Hein. Les photos, je pense qu'on les a tous vues. C'était très clairement reconnaissable. Hein. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de déclaration d'eux-mêmes. Vous avez raison. D'ailleurs, je n'ai pas dit de nom, je n'ai dit aucun nom. Voilà, c'est pour ça que nous, quand on dit un truc, c'est qu'on est sûr de notre coup. Maintenant, si ce charmant Dany Lerouge dit aujourd'hui qu'il a fait des conneries, et je ne sais pas, pourquoi il n'attaque pas les gens en diffamation alors qu'ils viennent répéter ça c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Moi, je vais terminer en disant, j'ai ouvert une émission de radio là-dessus, que l'an dernier, l'association Enfants disparus, là,
nous indique qu'en France, il y a eu 49 422 enfants qui ont disparu en France. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, en France, en 2017, de perdre 50 000 mômes. C'est énorme. Pour être très précis sur ces chiffres, attention, oui, effectivement, c'est des déclarations d'enfants qui avaient disparu. Beaucoup ont été, je crois que c'est à peu près un tiers qui sont retrouvés dans les 24 heures, un autre tiers retrouvé très très rapidement également. Et après, des chiffres qu'on n'arrive pas, mais on ne sait pas, parce que à croire que l'État français aujourd'hui nous demande, quand vous allez manger au restaurant, de mettre votre adresse pour vous rappeler si jamais vous avez le Covid, ça ils savent faire, mais on ne sait pas exactement combien d'enfants sont réellement disparus définitivement. Le chiffre que tu donnes, effectivement, c'est des enfants qui ont été déclarés. Il y en a qui ont fugué, il y en a, c'est les parents qui les avaient kidnappés. Là, on va dire que une grande majorité a été retrouvée, mais il y en a beaucoup. Mais on est à plusieurs milliers qui ont disparu. Oui, tout à fait. Sur les plusieurs réseaux, milliers on est capable de perdre des gamins. Oui, pas exactement. Et on ne les retrouve pas. C'est pas où ils sont. Voilà. Regarde, l'affaire d'Estelle Mouzin, il nous aura fallu plus de 15 ans pour qu'enfin, mais une affaire abracadabra, enfin, on fasse des tests ADN sur le matelas où couchait Fourniret. Aujourd'hui, on se C'est des taches de sang qu'ils ont trouvées, c'est ça? C'est des taches de sang qu'ils ont trouvées. C'est des taches de sang qu'ils ont trouvées. Oui, des taches de sang, de sperme, de fluide, plein de choses sur ce matelas. Donc, ils ont trouvé aussi 10 autres gamines. Ils ont trouvé les taches de sang de 10 autres gamines. Alors, attention, c'est 10 ADN différents. Je ne dis pas que c'est des gamines. Oui, tout à fait. 10 ADN différents. Bon, je pense qu'on va mettre un terme à ce débat. Parce que je rappelle que le principe de présomption d'innocence est quand même un principe essentiel dans notre droit et que de toute façon, ce qui a été énoncé ici est basé effectivement sur des éléments démontrés ou prouvés. Après, effectivement, pour le reste, soyons prudents sur nos affirmations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnalités politiques citées peuvent tout à fait intervenir et bénéficieront d'un droit de réponse, parce que c'est un débat qui est mené avec une association qui se bat contre la pédocriminalité, et donc ils peuvent tout à fait venir donner leur point de vue. Ils ont été invités, ils ont décliné, on sait très bien qu'ils nous regardent de manière détournée, mais bon, peu importe, hein, s'ils n'ont pas le courage de venir avec les citoyens, c'est leur problème. Bien, je vais remercier David et Lambert de Argusteam. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire un live ensemble pour développer surtout vos besoins, ce que vous projetez, qu'est-ce que vous attendez en fait de cette évolution, de l'évolution pour vous et des besoins que vous avez. Parce que vous avez des besoins, forcément, vous êtes une association, vous vous substituez aux citoyens, à l'État pour effectuer une mission de service public. Hein, vous faites une mission de service public, et donc vous avez forcément besoin de moyens humains, voire financiers. Donc on reviendra là-dessus. Si un politique nous contacte en disant qu'il veut porter son droit de réponse, et vous serez bien sûr informé. Je remercie également Stéphane, Équité Parentale, Association Équité Parentale, d'avoir participé. Le prochain live sera le jeudi 8 octobre à 18h30 et le thème, ce sera les conflits familiaux, donc avec des médiateurs, des médiatrices, des juristes qui interviendront. Vous, qui nous regardez, en vous remerciant déjà de nous suivre, venez apporter vos témoignages. Nous avons déjà quelques personnes qui nous ont contactés pour pouvoir témoigner, mais venez apporter vos témoignages. Ça vous permet de passer et de dire ce que vous avez envie de dire. Vous pouvez tout à fait le faire de manière anonyme, vous pouvez être masqué, on peut tout à fait vous créer un pseudo, mais on vous laissera vous exprimer librement. Je remercie tout le monde et puis je mets un terme à cette... Bonsoir à tout le monde et merci. Merci les gars, merci Argusteam pour ce que vous faites. Merci bien. Juste une dernière petite chose, si jamais vous avez quelque chose à signaler, n'oubliez pas le 119, en tout cas, ça existe partout en France et en Europe. Vous avez également la plateforme Pharos qui peut recevoir vos témoignages, même si eux aussi sont jamais assez pour faire grand-chose. Pensez d'abord de toute façon à la légalité. Si vous avez quelque chose à témoigner, c'est d'abord à la police, la gendarmerie qu'on va se diriger, pas vers des associations comme la nôtre. Nous, on essaiera de faire ce qu'on peut. Mais quoi qu'il se passe, allez d'abord prévenir la police ou la gendarmerie. C'est eux qui pourront agir le plus rapidement si vous êtes, si vous voyez quelque chose. Hein. N'oubliez pas tout ça. Voilà.
D'accord. Et puis, s'il y a des informations que vous voulez communiquer, nous ferons un plaisir de les partager sur notre page. Et en complément, nous avons aussi un site qui s'appelle atimergus.org où vous pouvez avoir toutes les informations sur nos actions, comment nous aider, Comment nous rejoindre? voilà, comment nous rejoindre, et aussi des éléments de nos arrestations, de nos aides à la justice. Voilà. Très bien. Ben, je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Merci à tous. intervenants. Merci aux gens qui nous suivent. Et je souhaite à tout le monde une excellente soirée, une belle nuit. Au revoir. Également, bonne soirée. Bonne soirée.